Alors, l'idée de cette conférence, c'est un peu aussi le reflet de ce que j'essaie de faire toute la journée dans ce cabinet, donc pas très loin d'ici. C'est d'essayer de comprendre quand on essaie de vivre à deux, ou d'avoir une relation avec quelqu'un, on va dire ça comme ça, quelle est cette part de liberté qu'on essaie de laisser à l'autre, et puis quelle est la part de liberté dont on est toujours quelque part un peu amoureux, on va dire ça comme ça. Il y a une phrase qui m'est venue en fait en tête en préparant cette conférence, c'était l'idée de dire que quand on est à deux, nous sommes des prisonniers de draps communs. Je trouvais cette petite phrase assez intéressante, et je me suis dit, mais pourquoi pas finalement aller autour de cela, parce que c'est vrai que ce n'est pas une prison, bien évidemment, mais l'idée du droit commun et du drap commun me paraît être finalement une bonne entrée en la matière. Alors, pour ceux qui ont eu la gentillesse de venir me voir de temps en temps, ben c'est vrai que je vais redire parfois ce qui peut définir quelque part le fait d'être ensemble et puis le fait de ce qui va nous séparer. J'ai souvent l'habitude de dire que quand on rencontre quelqu'un, l'autre est un extraterrestre. Alors cet extraterrestre, même si on sait visiblement il y a de l'eau sur Mars, on n'a pas encore trouvé tous les robinets pour pouvoir alimenter tout ça. L'extraterrestre, qu'est-ce que j'entends par là? En fait, c'est l'idée de dire qu'on va rencontrer quelqu'un qui n'a peut-être pas le même sexe que nous, qui n'est parfois pas né au même endroit, pas à la même époque, en tout cas à la même année, qui n'a forcément pas eu les mêmes parents que nous, qui n'a pas eu peut-être la même scolarité, qui n'a pas eu finalement la même vie, les mêmes rencontres. Et puis tout ça, nous on aimerait bien que ça marche, que ça fonctionne. Ce qui me paraît normal, c'est que ça ne fonctionne pas. Parce que finalement, on est complètement différents. Et ce qu'on va projeter sur l'autre, la plupart du temps, dans une relation notamment amoureuse, on peut commencer par là, la plupart du temps, ce qu'on va projeter sur l'autre dans la relation amoureuse, c'est une petite supplique qui va dire « S'il te plaît, essaie de régler le problème que j'ai depuis l'enfance, parce que c'est toi que j'ai choisi pour ça. » Alors, cette idée, évidemment, elle va un peu nous bousculer, parce que c'est pas tout à fait comme ça qu'on va le dire. On va dire souvent, quand on est deux, en fait, on fait qu'un. Alors la grande question, toujours, c'est de savoir, mais de qui on parle, hein, on fait qu'un, mais c'est lequel, quelque part. Alors il y a un monsieur, il y a un grand monsieur, qui nous disait quelque part que l'idée du couple, c'est un petit peu, par exemple, comme avec une écharpe. Voilà. En fait, on a une écharpe comme ça. Voilà. Hop, on en tient un morceau, puis l'autre va tenir l'autre, et puis on va se dire comme ça, finalement, moi je vais décider que je vais m'occuper que de cette partie-là. Toi, tu vas essayer de te occuper de celle-là, et puis ça va s'appeler notre relation. Facile à dire, pas facile à faire. Un couple, c'est 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire, toi, moi, et la relation. C'est surprenant, hein, parce que l'arithmétique nous apprend d'autres choses, mais quelque part. Et puis on va aller même encore plus loin. 1 plus 1 égale 3, mais ce 3, il va falloir qu'il réunisse le 1 et le 1. C'est-à-dire que ça ne fasse plus qu'un. Ouh là, ça devient compliqué dans le phrasé. Et c'est l'idée. L'idée de cette écharpe, donc c'est Salomé, je crois que vous le connaissez. Il a écrit des livres merveilleux sur le rapport avec l'autre, sur le couple. Et puis lui-même disait que finalement, c'est très compliqué de mettre en application ce qu'on essaie d'écrire pour les autres, pour soi. Et je vous le confirme, c'est jamais simple. On a tellement de recul quand il s'agit d'expliquer les choses que les mettre en place, finalement, c'est souvent une forme de dualité permanente. Alors il y a l'écharpe. Voilà, je vais la laisser là parce que c'est un petit peu aussi, si je puis dire, le fil rouge, quelque part, de la soirée. Donc, quand je vais rencontrer quelqu'un, il va y avoir une forme de séduction, et puis cette forme de séduction, elle va consister à dire finalement, mais est-ce que je peux retrouver une partie de moi chez l'autre? Comment ça va fonctionner? Alors la partie de moi chez l'autre, c'est une partie qui dit souvent, mais finalement, je comprends pas que tu puisses pas penser comme moi, finalement. Alors au début, vous savez, il y a cette espèce de relation qui va consister à mimétiser le rapport avec l'autre. Moi, j'appelle ça le rapport petit pois. Vous savez, c'est ce fameux rapport qui dit souvent, mais comment je vais faire pour être aimé par l'autre? Alors, je vais essayer de faire comme lui. Hein, si il aime ceci, je vais dire qu'il aime cela. Vous savez, les fameux films grecs traduits
en roumain, j'adore ça, bien sûr les petits pois sucrés, j'adore ça, la musique comme ça, j'adore ça, etc., etc. Et puis on va rentrer en osmose avec l'autre parce qu'on a une peur fondamentale, c'est celle de ne pas être aimé la plupart du temps. Donc la peur de ne pas être aimé nous emmène à dire oui, et surtout à essayer de ne pas contrarier l'autre. Alors au début c'est extrêmement intéressant parce que dans le regard de l'autre, on se dit qu'il nous aime, puisqu'en fait il est d'accord avec nous. Surtout nous sommes en permanence d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'il va y avoir derrière ça? Il va y avoir une sorte de faux semblant. C'est-à-dire qu'en fait, on va découvrir au fur et à mesure du temps que ce que va apprécier l'autre chez nous, ce n'est pas le fait qu'on soit exactement le même modèle, mais plutôt qu'on soit sincère. C'est-à-dire dans le sens premier de la sincérité, c'est-à-dire notre unicité. Il n'y a plus de comparaison, il n'y a pas de moins, il n'y a pas de plus, mais il y a un être qui devient unique. Et cet être unique, eh bien, c'est celui que nous sommes à l'intérieur de nous, mais celui, évidemment, que nous allons passer, avec lequel, nous allons passer énormément de temps à le cacher, à le modifier, à faire en sorte qu'il ressemble à l'autre. Alors, ce n'est pas une erreur de vouloir ressembler à l'autre, mais quelque part, c'est une problématique de sincérité. Vous savez, c'est comme quand on dit souvent « je prends sur moi ». Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Ça veut dire quelque part « je te mens ». Vous savez, on rentre là, et puis « tu vas bien ? T'es sûr que tu vas bien? Mais ça va? Oui, ça va. Je prends sur moi. » Et cette phrase-là, en fait, va envoyer une information à l'autre, qui sera une information qui va être faussée. Parce qu'en fait, ça ne va peut-être pas du tout. Mais on va se dire que, voilà, on va envoyer ce message, et ce message pourrait peut-être créer du lien. Il va créer toute autre chose, il va créer une forme de distance la plupart du temps. La distance qui va nous emmener jusqu'à, ah oui, finalement, entre guillemets, il s'en fiche, elle s'en fiche, puisque quelque part, elle ne s'intéresse pas à moi. Je lui ai dit que tout allait bien. Donc là, on est dans le refus, quelque part, de dire je suis tout autre que toi. On est dans cette fameuse relation petit pois, et puis, à force d'accueillir et de dire à l'autre que finalement, oui, on aime tout ce qu'il aime, imaginez que le jour où on commence à bien s'installer dans cette vie à deux, et bien à cet instant-là, il va y avoir un déclic, on va commencer à trouver du confort, et ce confort va nous emmener à devenir un peu plus nous-mêmes. Et lorsqu'on devient un peu plus nous-mêmes, on va commencer à être différente ou différent. C'est-à-dire qu'on n'aimera peut-être plus les films grecs traduits en roumain, peut-être plus les petits pois, peut-être plus ce type de musique, et puis là l'autre va nous regarder et va nous dire mais finalement, comme tu as changé. C'est pas un changement qui nous arrive, c'est juste une forme de sincérité qui enfin va pouvoir devenir. Et ce devenir-là, eh bien nous ne le savons pas, mais nous avons tout fait pour le saboter dès le départ. Alors, cette liberté, ce fameux prisonnier de drap commun, c'est commencer à vouloir finalement, poursuivre l'amour de sa propre liberté, mais en même temps commencer à aimer la liberté de l'autre. Extrêmement difficile. Parcours extrêmement difficile, puisque si nous sommes des extraterrestres, ça veut dire que la plupart du temps, nous avons énormément de mal à comprendre l'autre. Et pourtant, on a décidé de vivre ensemble. Et cette situation de vivre ensemble va nous emmener à nous découvrir un peu plus, à nous connaître un peu mieux. Imaginez que, comme le disait un penseur, philosophe, nous ne sommes finalement que ce qu'on nous a fait. On devient ce qu'on a bien voulu nous faire, ou ce qu'on nous a fait. Alors, ça va nous emmener donc à une appropriation de la relation avec l'autre qui va nous amener pas mal de surprises. La belle surprise, le rendez-vous auquel on ne s'attend pas, c'est que c'est nous, la rencontre, la belle rencontre qui va se passer à travers l'autre, c'est une rencontre avec nous. À travers, bien évidemment, le facteur déclencheur de toute relation et de toute rupture, c'est-à-dire la peur. La peur, le fameux « nous on ne fait qu'un », mais que se passerait-il si finalement on était vraiment deux? Cette peur, elle va s'intégrer petit à petit dans la relation. Vous savez, aujourd'hui on a des instruments de peur en permanence. Où est-ce qu'il est l'instrument de peur? Je ne sais même pas si je l'ai là. Si, je pense, voilà. Regardez. Je vais vous sortir un instrument de torture absolue. Voilà. Ça s'appelle un instrument de torture. Je le pose ici parce qu'il est très dangereux. Et puis, comme on me dit souvent, vous savez, je ne suis pas comme ça, mais j'ai quand même regardé son portable. Mais personne n'est comme ça, ça n'existe pas. Bien sûr, il n'y a rien dans un portable. Il y a juste ce qu'on peut y trouver.
Et puis, un portable, vous savez, c'est vous envoyez un texto à quelqu'un, et puis dans les 5, 10, 15, 20 minutes, il ne vous répondra pas. Alors là, on va se poser tout un tas de questions, et puis on va arriver dans une forme d'interprétation permanente. Et puis là, on va se dire, bon, alors ça y est, cet ami, puis c'est pas forcément une relation amoureuse, je ne compte pas pour cette personne ne m'aime plus, si c'est plus qu'un ami ou qu'une amie, etc. On va arriver dans des conclusions extrêmement hâtives, ou alors on va dire que le membre de notre famille à qui on a adressé ce texto, finalement, s'en fiche éperdument. C'est intéressant les textos et les appels maintenant sur des systèmes comme ça, c'est qu'en fait, ça multiplie notre capacité quelque part, on va dire un gros mot, ça multiplie notre capacité à mentir. Parfois, par exemple, quand quelqu'un ne vient pas à un rendez-vous chez moi et qu'il m'envoie un petit texto à quelques minutes avant pour me dire, par exemple, qu'il a un conseil d'administration, cette personne me ment, parce qu'un conseil d'administration, à part évidemment un dépôt de bilan immédiat, et encore, ne peut pas se déclencher à la seconde près. C'est quelque chose qui est préparé depuis longtemps. Mais si je comprends bien, cette personne a simplement oublié, parce qu'il y avait d'autres choses bien plus prioritaires que moi, dans son agenda, de m'envoyer un texto quelques semaines avant ou quelques jours avant pour me dire qu'il pourrait ou elle pourrait peut-être pas venir. Alors, c'est mon interprétation qui va bien sûr primer sur la réalité, l'existence même de ce texto. Alors nous, on va devenir un petit peu des textos vivants, on va devenir des messages sur des répondeurs vivants. Et nous aussi, dans notre rapport avec l'autre, on va se permettre d'agir un peu comme un texto ou comme un message. Par exemple, eh bien oui, on pourra ne plus forcément répondre à quelqu'un, ou peut-être même sortir d'une situation de façon un peu inélégante, en disant des choses qui dépassent l'entendement. Parce que finalement, nous devenons ce type de produit. Nous avons une communication qui va commencer à s'établir à partir de là, et nous allons devenir ce type de communication. Nous allons multiplier la possibilité, et puis nous allons évidemment raréfier la qualité et la sincérité du rapport que nous avons avec l'autre. En gros, si je sais que je peux te contacter n'importe quand, je suis rassuré. En revanche, si tu ne me réponds pas quand j'en ai besoin, tu m'effraies énormément. Alors on va devenir cela, on va devenir ce rapport-là. Le rapport avec l'autre, il est basé la plupart du temps sur le système de communication qu'on va créer avec l'autre. Le système de communication, c'est évidemment un apprentissage. C'est un apprentissage qui va venir la plupart du temps dès notre prime enfance. Les spécialistes nous disent que la plupart du temps, nos principaux comportements, nos comportements majeurs, vont naître entre 0 et 6 ans. C'est-à-dire que c'est la période du fameux mimétisme, et encore plus tôt, entre 0 et 1 an et demi, c'est le moment où on va se révéler dans le miroir, c'est-à-dire le moment où on va découvrir notre véritable personnalité. Cet instant-là peut être tronqué, peut être bousculé, peut être complètement modifié, ou peut même être dramatisé. Et de ces instants-là, de ce mimétisme du 0 à 6 ans avec nos éducateurs, c'est-à-dire nos parents, nous allons en déduire de façon totalement, je dirais, adaptée, c'est-à-dire sans se poser la question de l'éthique, du bien, du mal et de la morale, nous allons totalement prendre ce qui va se passer. Alors parfois on va réagir en contre, après, ou alors on va complètement absorber, telle une éponge, le système qu'il va y avoir de communication. C'est pour ça que quand on discute entre nous, on va dire, tiens, j'ai vu Michel, qu'est-ce qu'il tient de son père, hein? Il ne parle pas, en fait. Il est comme son père, il ne parle pas. Alors on sait, c'est vrai qu'il y a une petite partie génétique, une sorte d'ADN psychologique aujourd'hui, c'est ce que disent les spécialistes, qui viendrait à la naissance, on porterait en nous une forme d'inconscient collectif qui viendrait de bien plus loin dans les familles, un petit peu comme un ADN génétique, on va dire physiologique. Et en même temps, il y a aussi ce marqueur profond que va être le rapport avec le ou les parents. Et de là, on va en créer un système de communication. Que va-t-il être ce système de communication? Admettons par exemple l'idée du mensonge. Ce mensonge, c'est quoi? C'est le petit mensonge. Le petit mensonge qui fait dire à l'autre, je suis presque parfait. Vous savez, la voiture, on roule, ça va. Alors on ne peut plus téléphoner en voiture aujourd'hui, mais on va imaginer qu'on soit dans un autre monde. Puis on soit donc un fameux texto ou un appel. Et puis, chérie, tu as pris le pain? Et là, tout de suite, oui. Hop, j'ai pas pris le pain. Je vais m'arrêter, je vais prendre le pain. C'est quoi cette histoire? Ça veut juste dire,
Je dois être parfait. Si tu dois m'aimer, je dois être parfait. Alors oui, je prends le pain. C'est un petit mensonge, c'est pas grave. Puis il y en aura d'autres encore. Et puis encore d'autres. Et puis on va finir par dire, mais tu es une menteuse, tu es un menteur. On va essayer d'aller un petit peu plus loin dans la nature de cela. En fait, derrière chaque système comme celui-ci, il y a un désir d'amour. Il y a juste une envie de dire, mais moi je crois, puisque mes parents, entre guillemets, ne m'ont pas validé, que pour être aimé, il faut que je sois parfait. Et ça fait partie de la perfection. Quand tu viens et que d'un seul coup tu me demandes quelque chose que je n'ai pas prévu, mais je vais peut-être me trouver sous un jour moins bon que ce que j'imagine, donc automatiquement, au lieu d'aller dans ce sens et de dire « oui, d'accord, je suis d'accord, allons-y, allons à la plage, à la mer, où tu veux », non. Il faut que ce soit moi qui ai décidé. Mais non pas pour te contrarier, juste parce que je suis pris au dépourvu, je ne sais pas quoi répondre. Alors là, si je ne sais pas quoi répondre, peut-être que tu vas moins m'apprécier, moins m'aimer. Donc, allez, je vais mentir, je vais avoir peur, etc. etc. Alors ça, c'est un système de communication parmi d'autres. On en a tous, nous-mêmes, moi aussi, bien sûr, mis en épreuve, fait partir des gens à cause de ça. Il y a une très belle phrase qui me vient en tête comme ça. Quelqu'un a écrit un jour, je crois que c'est Prévert d'ailleurs, « Je n'ai compris le bonheur que le jour où j'ai entendu le bruit qu'il faisait quand il partait. » C'est magnifique. Alors, parfois c'est un petit peu nous, ça. C'est-à-dire que tant qu'on est à la porte du bonheur, on a l'impression que la porte, on peut la claquer, l'ouvrir quand on veut. Et puis soudain, on se retourne et on entend des petits pas comme ça. Hop. Et puis ça y est, il était parti, on ne l'a même pas vu. Alors, la communication, c'est ce qui va... C'est peut-être cette clé qui va nous emmener vers, non pas le bonheur, mais en tout cas, une sorte de compréhension. C'est aussi une clé qui va nous emmener peut-être vers l'acceptation d'une forme de liberté. Une forme de liberté qui est la nôtre mise en musique, et puis on va essayer en même temps de pouvoir permettre à l'autre de demeurer libre. Très complexe, parce que là on parle de soi, et puis on va rencontrer quelqu'un qui n'a peut-être pas envie, au premier chef, de façon consciente en tout cas, d'être libre. Vous savez, l'autre peut dire par exemple « mais je ne suis rien sans toi ». Alors c'est une belle déclaration, puis en même temps c'est une prison magnifique. Qu'est-ce que je dois faire? Alors je dois toujours être sur le piédestal en permanence? Oui, parce que tu es quelqu'un de magnifique et d'extraordinaire. Ah oui, alors donc je dois encore aller plus haut sur le piédestal? Oui, parce que sans toi, il ne se passerait plus rien. Alors je vais encore plus haut. Mais alors après, si toutefois j'étais un peu moins bien, ça veut dire que tu ne vas plus m'aimer? Ça veut dire que c'est plus possible non plus? Alors ça, c'est un autre type de communication aussi. On peut imaginer qu'il y a une volonté chez l'autre, et puis en fait, encore une fois, c'est toujours ce système de souffrance, c'est-à-dire, finalement, aide-moi à régler le problème du départ. Alors, on dit souvent que dans un couple, il ne faut pas qu'on soit le thérapeute de l'autre. C'est pas faux. Je ne veux pas dire c'est pas vrai, je dirais c'est pas faux. C'est pas faux parce que quand vous allez voir un thérapeute, et qu'il a globalement, qu'il vous a aidé à avancer sur votre problème, et que vous estimez que ça y est, vous en avez fait le tour, bien vous allez lui dire au revoir et merci. Alors peut-être aussi que parfois dans la relation avec l'autre, quand la notion du thérapeute s'installe, soit le thérapeute à un moment donné a envie de dire au revoir à son patient, son client, soit le client, le patient, qui estime avoir fait le chemin, va dire au revoir à son thérapeute. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider l'autre, ça n'a aucun rapport avec tout ça. Ça veut juste dire, attention, la notion du rôle est importante. Les enfants, quand on en a, sont surprenants à plein de titres. Et il y a un titre, par exemple, qui surprend souvent, c'est quand, par exemple, on fait des métiers d'accompagnement, les enfants ne veulent pas vous voir dans ce métier-là. Vous savez, ils veulent vous voir comme étant le père ou la mère, mais pas le gars qui va faire de l'hypnothérapie ou qui va aider les autres. Ça ne les regarde pas, ils ne veulent pas voir ça. Ils veulent juste voir un père ou une mère. Et ça, on est très surpris. Ça nous renvoie à une phrase que j'aime bien, qui vient de loin, et qui dit « Nul n'est prophète en son pays ». Cette phrase-là, que j'aime bien répéter, en fait, est une phrase qui signifie, vous l'avez compris, je me permets juste de le souligner, que finalement, on ne parle ni de prophète, ni de pays. On dit juste qu'au milieu des siens, on ne peut pas être cru autre que ce que nous sommes.
N'essayons pas d'être autres. Lorsque nous devenons autres, mais on perd une forme de crédit. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas croire. Et une croyance, un prophète, un pays, tout ça nous ramène à notre relation avec l'autre. En clair, l'autre attend de nous que nous soyons non pas tout autre, mais que nous soyons dans le rôle prévu. Encore faut-il que nous connaissions le rôle que l'autre attend de nous. Nous, on a déjà une idée très préconçue du rapport avec l'autre. Alors imaginez, l'extraterrestre que nous rencontrons a aussi, lui ou elle, une idée précise de ce qu'il attend de nous. Alors, au départ, vous savez, quand on va expliquer parfois une relation qu'on a avec quelqu'un, on va dire, on va rencontrer un ami, une amie, comment vas-tu? Tu es toujours avec un tel, une telle, et puis là on va dire, oh tu sais c'est compliqué. Cette phrase, hein, vous l'avez déjà entendue, peut-être même prononcée. Qu'est-ce que ça veut dire c'est compliqué? Quelque part ça veut dire, je suis un peu submergé, je ne sais pas comment te l'expliquer, alors parfois on se voit, parfois on ne se voit pas. C'est passionnel, alors quand on explique c'est passionnel, ça veut dire qu'il y a beaucoup de souffrance. Et puis il y a l'idée de la fusion, c'est-à-dire qu'en fait on a l'idée de, voilà, l'amour ça doit être quelque chose de fusionnel, de passionnel à tout prix, c'est-à-dire qu'on a une idée d'une forme d'inconscient collectif de ce que doit correspondre le rapport qu'on a avec l'autre. Donc imaginez que c'est complexe cette histoire. Moi j'ai une attente. Toi, tu as une attente, et en plus, il y a un inconscient collectif entre toi et moi, ou tous les deux, qui nous récupère et qui nous dit « Mais attention, en plus, le couple, c'est autre chose. » Voilà. Alors, imaginons par exemple que nous soyons à quelques générations en arrière, et puis donc on va prendre une photographie. Imaginons il y a 75 ans. Allez, on prend une photographie, imaginons qu'on ait 5 ans, il y a 75 ans, on prend une photographie du couple qu'on va appeler nos parents. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens ensemble. Et puis on va dire, ben voilà, l'idée c'est ça, on se rencontre un jour à 18 ans, et puis toute sa vie comme ça, hop, on va s'aimer, et ça doit être comme ça. Alors nous, notre temps passe, et puis ça ne marche pas tout à fait pareil. La première des choses qui nous vient en tête, c'est, ben, j'ai échoué. Ça ne marche pas. Moi, je n'ai pas été comme les personnes que j'ai connues à ce moment-là, ça ne marche pas. Ça veut dire quoi, ça ne marche pas? Ça veut dire simplement, je n'ai pas réussi à faire exactement la même chose que les autres. Mais finalement, c'est une photographie que j'ai prise ou est-ce que c'est un film? La plupart du temps, quand on parle des autres, ce sont des photographies qu'on prend, rarement des films. Maintenant, imaginons qu'on dépose un film dans l'histoire même de ce couple, il y a 75 ans, j'ai 5 ans et je les regarde. Qu'est-ce que j'entendrai? J'entendrai peut-être des choses qui pourraient me surprendre. Peut-être des choses finalement qui diraient c'est beaucoup plus compliqué que tu ne le penses chez eux, et puis peut-être que tu peux te pardonner à toi aussi certains échecs, parce que bien évidemment il y a l'histoire du couple tel qu'on le vit. Il ne faut pas le perdre de vue de ce qu'on va appeler la sociologie du couple, c'est-à-dire qu'est-ce que devient ce couple en tant qu'entité, l'idée du couple à travers les décennies, à travers le XXe siècle, le début du XXIe siècle, c'est pas le même aujourd'hui. C'est pas la même notion. L'inconscient collectif est en train de modifier tout ça. Donc, j'ai un désir, tu as une volonté, il y a un inconscient collectif, et en même temps, à côté, il y a un couple qui, comme on le dit, fait une sorte d'entropie, c'est-à-dire que lui-même, il vit pour lui-même, voilà. Au fur et à mesure des siècles, au fur et à mesure des décennies, au fur et à mesure de l'actualité, et puis du temps qui passe, des idées, des concepts, des politiques, tout ce que vous voulez. Et puis nous, on va se raccrocher à tout ça, puis on va essayer de faire des passerelles. Au début, on a des murs qui vont séparer tout ça. Et puis, vous avez remarqué que si vous commencez à pousser un mur, il va devenir un pont. Et ce pont, hop, va commencer à relier les êtres, les systèmes. Et puis on va s'apercevoir que finalement, il n'y a peut-être pas d'identification possible. Peut-être en fait que le couple, l'idée même du rapport avec l'autre, c'est peut-être de dire qu'il y a une véritable unicité dans le rapport à l'autre, et non pas un système de calquage. Alors bien évidemment, c'est plus simple de penser à des formes de duplication du couple ou d'une histoire que de pouvoir créer, la plupart du temps, comme le disait quelqu'un, nous pensons avec la mémoire, nous pensons très peu avec notre créativité. La mémoire va nous emmener en permanence
sur des schémas existants, sur des idées, des comparaisons, et on va devoir s'aligner avec tout ça. Et si le grand projet, si l'histoire même de tout ça, c'était de pouvoir se dire, mais finalement, je vais imaginer créer quelque chose. C'est-à-dire que je vais me lancer dans une projection dans laquelle je ne vais pas forcément me dire qu'il faut que je ressemble à ce que je crois être la réalité. Si je rentre dans tout ça, je vais commencer à me soulager. Vous avez remarqué que la plupart du temps, notre souffrance vient de la résistance à ce qui existe et pas forcément de ce qui se passe. Alors si maintenant je commence à ne plus forcément résister à ce qui se passe, mais si je commence simplement à m'alléger, c'est-à-dire à imaginer que je peux créer du couple en dehors de ce qu'on croit être la normalité, ce que je crois être cette photographie, je vais arrêter cette fameuse phrase « Oui, mais moi, je vais peut-être finir seul. Oui, mais moi, je n'aurai peut-être pas ceci. Oui, mais moi, je n'aurai peut-être pas cela. » Posons-nous la question, si nous n'avons jamais eu cela, comment cela peut-il nous rendre malheureux? Comment pouvons-nous avoir l'idée du manque de ce que nous n'avons jamais eu? Posons-nous cette question. Parce que nous faisons des transferts. Parce que nous avons l'impression que l'autre est toujours plus heureux que nous. Parce qu'il possède quelque chose que nous n'avons pas. Alors on va chercher les ingrédients de la potion magique. On va aller voir notre ami le druide. Et puis on va essayer de comprendre dans sa potion magique à lui, ce couple, ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Il y a du buis, même pas trop. Il y a ceci, mais ça j'en ai pas. Alors c'est ça que le bonheur, il doit être dans le truc que j'ai pas. Alors on va essayer de continuer, d'essayer de trouver cette fameuse formule magique. On ne va pas forcément la trouver tout de suite, parce qu'on va chercher des systèmes de comparaison. Essayons juste d'aller dans une forme de créativité. Alors oui, donc cette photographie finalement de ce qu'on croit être le couple va nous emmener en effet à nous priver parfois de liberté, parce qu'on va tellement vouloir que notre relation avec l'autre fonctionne telle qu'elle doit fonctionner qu'on va en oublier finalement ce qui fait la différence que nous sommes, nous. C'est ce qu'on va appeler le quotidien, par exemple. Un quotidien, ça nous fait tellement peur parce que on a l'impression qu'à partir du moment où on commence à perdre pied avec l'autre, ce quotidien insipide est en train de nous envahir, est en train de nous submerger. Alors c'est quoi ce quotidien insipide? Ce sont des systèmes d'organisation dans lesquels on va parfois plonger, mais vous avez vu que certains d'entre nous, ou certaines d'entre nous, plongent un peu plus que d'autres. Voilà. En fait, c'est quoi? Encore une fois, c'est ça, c'est le problème. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une relation, on est dans celui qui voudra ne pas trop s'engager, et puis celle qui voudra s'engager complètement, ou celle qui voudra pas trop s'engager, et celui qui voudra s'engager complètement. Il n'y a plus tellement de relations équitables ou équilibrées. En fait, on demeure ce que nous sommes. Nous avons oublié que 1 plus 1, ça faisait 3. On est toujours à 1 plus 1. C'est-à-dire, en fait, je n'ai pas changé, tu n'as pas changé, et puis on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne tous les deux. Ben non, ça va être très compliqué. On va imaginer, par exemple, que ça, ce soit un sac, et puis on va imaginer que ce soit le sac du couple. Alors par exemple, si j'aime la montagne, si tu aimes la mer, alors habituellement on va dire quoi? Tiens, pour te faire plaisir, on va partir à la mer, et puis ensuite pour me faire plaisir, on partira à la montagne. On va imaginer que là, on mette quelque chose, voilà, qui s'appelle par exemple le Pays Basque. Il y aurait bien un petit peu de mer, il y aurait bien un petit peu de mont, et puis quelque part il y aurait quelque chose qui pourrait nous rassembler. Et oui, parce que le projet en commun, vous savez ce qu'on essaie de faire en fait la plupart du temps? On essaie de voir nos points communs. On dit ça c'est le projet en commun, c'est-à-dire ce que tu es, ce que je suis, hop, on va les réunir et puis ça va faire notre vie en commun. Mais peut-être pas que. Et s'il y avait des projets, c'est-à-dire si, en fait, au lieu de réfléchir encore une fois avec la mémoire, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que j'aime, finalement, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ensemble? Ce Pays Basque-là, par exemple. Sinon, en effet, on va créer une relation, non pas basée sur, encore une fois, l'idée de cette liberté, mais sur l'idée de une réciprocité
on va dire, j'emploie un grand mot, hein, un petit peu perverse, inconsciente. On va dire ça comme ça, on va se protéger. C'est bien de dire inconscient comme ça, pas fondre la main. C'est super. Alors, c'est quoi cette relation perverse, inconsciente? C'est, allez, ok, on va à la mer. D'accord, on va à la mer, c'est super. Mais à l'intérieur, n'oublie pas que j'aime la montagne. Et si jamais tu ne me demandes pas d'aller à la montagne, que va-t-il se passer? Ça va être terrible, parce que je vais croire que tu t'es moqué de moi, que tu t'occupes pas de moi, il n'y a que toi, évidemment, moi je ne compte pas, etc., etc. Vous voyez la nuance? Cette idée du projet ensemble, c'est-à-dire aller au-delà finalement de ce qu'on croit qui nous rassemble au départ, mais d'aller dans, et si on construisait quelque chose? La construction, c'est un petit peu comme l'idée de la psychanalyse entre 1920 et 2015. Imaginez l'inconscient collectif en 1915-1920. On découvre que si on comprend quelque chose dans un univers psychanalytique, on a de grandes chances de régler la problématique. Dans l'inconscient collectif global, il y a très très peu d'informations triées et structurées. Donc les pères fondateurs de tout cela vont nous emmener en effet à toucher le moi profond, le ça, le surmoi, et vont nous emmener en effet, à travers la compréhension du problème, à quasiment pouvoir, avec leur technicité, leur savoir-faire, leur créativité, leur génie, à pouvoir, hop, réussir à modifier quelque chose, être dans l'agir quelque part. Nous sommes en 2015, un siècle plus tard. Psychologie Magazine est le premier magazine vendu en France, mensuel, premier mensuel vendu en France. Nous avons à la radio quasiment 1,5 fois par jour des émissions sur la psychologie, la psychanalyse, le développement personnel. Des tas de gens en parlent, bien. On se nourrit de tas de livres. Il n'y a jamais eu autant de livres écrits aujourd'hui sur la solution à nos problèmes. Imaginez ce qu'est l'inconscient collectif aujourd'hui. Vous avez, je suppose, en partie, peut-être au moins une fois, chacune d'entre vous, acheté un livre sur la réalisation de soi, comment faire pour, etc., etc. Est-ce que pour autant on a toujours trouvé? Non, mais par contre à la lecture même de tout cela, on a été toujours d'accord la plupart du temps. Mais qu'est-ce qui a manqué derrière? Il y a manqué une toute petite lignée qui s'appelle l'agir. C'est-à-dire, aujourd'hui on pourrait dire, notamment avec ce qu'on appelle la psychologie positive, et puis aussi celle des systèmes, c'est qu'en fait, il faudrait presque maintenant, je dis bien presque, aller dans l'agir pour aller dans la compréhension. C'est-à-dire qu'on est presque dans un phénomène inversé à celui du départ. Mais attention, le phénomène d'aujourd'hui n'aurait jamais pu exister s'il n'y avait pas eu cette découverte fondamentale d'avant. Donc, il n'y a pas de plus bien, pas bien, bien, bien. Non, c'est juste une suite logique. C'est un petit peu comme un monde en expansion où les choses commencent à se mettre en place. Ce que je veux dire par là, c'est que la notion du couple aujourd'hui, elle a besoin en effet de l'agir. La verbalisation va être un pas important dans la compréhension de l'autre, mais elle va rester comme un point de suspension. Et donc on va mettre un petit peu à la fin là, comme une sorte de destin qui va être finalement, puisque nous avons dit, eh bien nous avons fait. Alors on va aller un tout petit peu plus loin, on va imaginer que maintenant ce point, on va le pousser, c'est beaucoup d'efforts, hein. On va le pousser, on va y mettre une virgule, c'est terrible, on fait tomber le point, et puis là on va commencer à mettre quelque chose d'autre, juste après cette virgule, et puis cette virgule va nous dire que finalement il faut peut-être qu'on agisse ensemble, et puis bizarrement, lorsque le nouveau point va apparaître, juste après, il y a ce fameux couple majuscule qui va apparaître, c'est-à-dire cet ensemble de deux, de plusieurs, qui va commencer à créer quelque chose de beaucoup plus grand. Vous voyez, cette relation avec un R majuscule, on a poussé ce fameux point qui délimitait quelque part l'idée même qu'il faut qu'on se parle. Ça vous dit rien, ça, cette phrase? Il faut qu'on se parle? Hein? Oui, oui, je sais. Grand spécialiste aussi, il faut qu'on se parle. Alors on s'est tout dit, on s'est parlé 10 fois, on s'est parlé 50 fois, on va tout mettre sur la table, hein. Vous avez tous une table sur laquelle vous mettez tout, moi aussi j'en ai une chez moi, c'est peut-être la même, et pourtant, bizarrement, on a tout mis sur la table, on s'est tout dit,
Et puis quelques temps après, il y a encore une problématique. Et puis vous savez quoi? Bah, des fois c'est la même. C'est tout le problème des tables, du tri, de nos mots, c'est qu'en fait derrière, il y a quelque chose qui va manquer. L'agir ensemble, bah, c'est l'écharpe. C'est quoi l'idée, la construction, on va pas dire le projet, on va pas dire des mots comme ça, mais c'est quoi l'idée du à deux, on fait quoi en fait? Qu'est-ce qui va nous bloquer sur l'agir souvent? L'inconfort. C'est hyper inconfortable d'agir. Parce que si j'agis, ça veut dire qu'il faut que je change quelque chose en moi. Alors, je vais vous reparler, mais je sais qu'il y en a qui le connaissent, de mon oncle Paul, par exemple. Mon oncle Paul, c'est un monsieur qui est très gentil et qui avait un petit problème, c'est qu'en fait, il buvait. Et toute la famille savait qu'il buvait, et toute la famille acceptait l'oncle Paul. Et puis, il était un petit peu le point central, l'oncle Paul. Alors, quand on appelait une cousine, un cousin, on disait « Tu vas bien? Oh, est-ce que tu as eu des nouvelles de Paul? Oui, il est tombé, etc. Ah bon, d'accord. Et toi, ça va? Sinon, oui, ça va. Hop. » Après, on appelait encore un oncle, une tante, et puis, au fait, il faut que je te dise, l'oncle Paul est tombé. Ah, ben ça ne m'étonne pas, bref. Voilà. Et puis donc, on construit toute une relation autour de ce fameux Paul qui, bon, ben, lui, a son petit souci. Puis un jour, 31 décembre, l'oncle Paul décide quelque chose d'important. Alors, il y a toute la famille, les cousins, les oncles, les tantes, et puis l'oncle Paul prend sa petite fourchette, 31 décembre, fait gling, 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 gling. Alors les gens se retournent, se font « Ah oui, tu n'as plus rien à boire, oui, c'est ça. » Et puis non, Paul est très sérieux, il dit « Oui, j'ai pris une grande décision. » « Ah bon? Laquelle? » « Je vais arrêter de boire. » Et là, il y a un truc terrible qui se passe. Il y a quelqu'un qui lui dit « Mais tu fais comment? Tu vas voir un hypno quoi? » Non, mais ça, c'est des charlatans, ça. Tu fais quoi? Tu prends un cachet? Ah non, ça, c'est très dangereux, ça. Ah puis, écoute, tu vas commencer demain, c'est pas grave. Juste pour dire que lorsque quelqu'un décide de changer, le gros problème dans l'environnement, c'est qu'il faut que les autres changent aussi. Et donc, parfois, l'autre, que nous sommes la plupart du temps, l'autre met une limite parce qu'il a peur du changement, parce qu'il est habitué à ce système. Parce que ce que vous êtes, c'est son système de communication. Ce que l'autre est mon système de communication. C'est mes deux bouts de l'écharpe en permanence. Si toi tu changes, il va falloir que je change ma vision de toi, la façon dont je vais parler avec toi. Il faut que je change tout ça. Alors je ne suis pas forcément prêt, je ne suis pas forcément prête. Parce que tu vas toucher à quelque chose de terrible, ce que moi je vais appeler ma forme de liberté. C'est-à-dire qu'il faut que tu me fasses sortir de mon histoire de confort. Très complexe. C'est pour ça que souvent on va échouer dans une relation avec l'autre, c'est que ce système-là, il n'est pas forcément accepté ni par l'autre, ni par soi-même. Pourquoi? Peut-être parce qu'il n'y a pas le Pays Basque. Il n'y a pas le Pays Basque. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'autre? L'autre, on va le voir avec la somme des émotions qu'il représente. Je me suis fâché avec toi il y a 2 jours, quand je te vois, tu portes encore sur ton visage le système des émotions qu'il y a en moi. C'est-à-dire qu'en fait, je ne te vois pas avec un regard neuf, je te vois avec ce que tu portes lourdement comme émotion négative à cause de moi. Donc comment puis-je faire, si je te vois avec ce système-là, comment puis-je te donner une chance de construction pour demain? Je t'en donne aucune, parce que tu corresponds exactement à mon problème, parce que j'ai eu un problème avec toi il y a 48 heures. Si j'arrive, si j'ai la force de penser qu'il y a un avenir, un devenir, c'est-à-dire une construction, une libération, une liberté, je vais enfin pouvoir te voir avec un œil neuf. Je vais enfin pouvoir t'imaginer capable d'être autrement. Et vous savez ce qui est merveilleux dans ça? C'est que nous aussi on change. Nous aussi on devient autre à partir du moment où on autorise l'autre à être autre. Vous n'avez pas remarqué que parce qu'on voudrait que l'autre soit ce qu'on croit de lui, on s'enferme aussi dans cette histoire en permanence? Et oui, c'est tellement plus simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis trompé sur toi? Ça veut dire que tu peux être autrement? Et moi aussi? Et ça va me faire peur. Parce qu'il ne faut pas que nous oublions que nous sommes la somme de ce qu'on nous a fait. Alors bien sûr qu'il y a évidemment le libre arbitre. Alors, je ne sais pas le mesurer, j'ai un peu de mal, mais ça veut dire qu'il faut que, en fait, je me suis peut-être trompé sur la façon dont je pense être, devoir être avec les autres,
Et puis peut-être que je me suis fondamentalement parfois trompé sur ce que j'attends de toi. Peut-être que finalement, si je commençais un petit peu à, je ne vais pas dire régler mon problème, on a tous des problèmes, mais essayer de faire cette forme d'introspection en moi, peut-être que je ne vais pas avoir besoin de toi systématiquement pour la régler, ou peut-être que toi, dans tous tes agissements, tu ne vas pas en permanence raisonner mon problème. Hein? Voilà, je n'ai pas été validé par mes parents. Lorsque, instrument diabolique, tu ne me réponds pas à mon texto au bout de 10 minutes, est-ce que ça veut dire que tu m'as abandonné ou que je vaux rien? Mais non, je ne crois pas. Moi, je crois simplement que la réaction de l'autre, parfois, n'a quasiment aucun rapport avec nos actes. Je dis bien parfois, évidemment, dans des moments dramatiques, on peut toujours dire le contraire, on a toujours raison, certes, mais la plupart du temps, l'acte de l'autre est d'abord une résonance de sa propre histoire, et nous allons rencontrer l'autre sur ce chemin. Mais nous allons souvent penser qu'il est juste en réaction à nous. Et comme le disent certaines traditions, nous allons donc faire du rapport à l'autre une affaire personnelle. Voilà. Et ces anciennes traditions disent aussi qu'à partir du moment où on commence à faire une affaire personnelle du rapport avec l'autre, eh bien, la danse de l'interprétation va arriver. Et nous allons interpréter tout ce qui va se passer, tout ce qui va être dit. Et si nous interprétons tout, il y a un raccourci qui va aller très très vite à l'intérieur de nous, c'est « je ne suis pas à la hauteur ». Qu'est-ce que j'ai bien fait qui n'allait pas pour que ça ne fonctionne pas? Je vais donc penser qu'il va falloir que je fasse encore beaucoup plus, alors qu'en fait, il fallait simplement que je fasse de mon mieux. Et ce mieux, vous vous rappelez, c'est le tout début de notre petite histoire. Faire de son mieux, c'est cette fameuse sincérité. Cette fameuse sincérité du départ. Être sincère, c'est peut-être avoir un profond respect de l'autre. Ça paraît peut-être paradoxal de tout ça. Mais finalement, être sincère, ça serait dire une forme de vérité et accepter une forme de vérité chez l'autre. Mais attention, si on n'a pas décidé d'être avec l'autre, on peut aussi être totalement, évidemment, en refus de l'autre. Mais ça, c'est une autre histoire. On n'est plus dans la relation, on est dans autre chose. On est dans une préservation, on est dans quelque chose qui va nous protéger. Mais dans le cadre d'une relation amicale, amoureuse, familiale, eh bien, si on arrive à générer cette sincérité-là, quelque chose va se passer. La révélation de l'autre, la révélation de nous, et on a peut-être une chance, quelque part, de réussir quelque chose avec l'autre. Vous avez l'air de dire de finir seul, mais il y en a qui ne veulent pas vivre avec quelqu'un. C'est pas parce qu'on vit seul qu'on est malheureux, ça n'a rien à voir. Moi, je vois mes parents, ils se sont regardés un chêne de faïence toute une vie, vous croyez que c'est bon, ça? Mais pourquoi vous rigolez? Quand on ne peut pas divorcer, moi, vous ne pouvez pas divorcer, bon, pour X raisons que je n'ai pas à vous dire, mais c'est pas parce qu'on est tout seul qu'on est malheureux. On peut avoir quelqu'un, mais sans vivre avec lui. Mais bien sûr, mais je sais, c'est ridicule, moi, je comprends. Je suis d'accord avec vous. Le titre de la conférence, c'est pas « il faut absolument vivre avec l'autre », c'est « si on a décidé de vivre avec l'autre, essayons de faire en sorte que ça se passe bien, en gros. Mais on peut vivre seul et être totalement heureux, si on le souhaite. Non, mais il y en a qui disent, moi je connais une femme de 62 ans, bon, elle est veuve depuis 7 ans, elle veut une vie de couple, elle ne trouve pas. Elle s'est inscrite dans les agences, elle reste un an, puis c'est fini, bon, avec d'autres femmes. Eh bien, c'est pas parce que tu trouves personne, je dis que tu vas te morfondre. Eh oui, mais... Non, mais je trouve que c'est très bien, sa réaction. Il n'y a pas qu'un homme qui peut vous rendre heureux dans la vie, il y a plein de choses, s'occuper des animaux, je ne sais pas, faire du sport, aller au restaurant. Est-ce que vous aviez une question, en fait? Non, c'était une réaction. Merci. Ah, je crois que Anne, je crois qu'il y a une question. Ta vie seule, tu finiras ta vie seule, c'est tout. On me l'a Si, c'est mieux d'avoir un micro parce qu'il y a des gens au fond de la salle qui n'entendront pas. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Pour l'avoir testé personnellement, c'est pas évident quand même dans la relation à l'autre d'essayer d'engranger cette sincérité. Parce que comme vous dites, on est tellement empreint de ce système
où ben, il faut plaire à l'autre. Oui, j'aime la musique, j'aime le foot, l'opéra, ou le regarder, ou le voir à la télé. Que quand on adopte une attitude, même en essayant d'y mettre les formes, en disant mais non, moi j'aime pas le 4x4, j'aime pas le foot, voilà, et j'ai pas envie d'aller me cailler au bord d'une piste de 4x4 pleine de boue, mais c'est déstabilisant, parce que quelque part, même si on essaie de créer des projets, des activités communes, enfin, on fait des raccourcis, hein, mais on n'est pas dans le schéma, on n'est pas dans la norme. Quand on veut conserver une certaine liberté, sincérité, authenticité, on n'est pas dans la norme. Et quand on dit à l'autre, mais je respecte ta liberté aussi, en sens inverse, ben l'autre est très sceptique, parce que c'est pas ça qu'il recherche quelque part. Soit qu'il recherche, soit qu'il est habitué à vivre. Je sais pas. Si. On va aller dans ce que vous dites. Quelque part, ce que j'entends, c'est est-ce que finalement, ça rejoint un petit peu ce que disait la dame, c'est-à-dire est-ce que je suis obligé? Parce que quand vous commencez à prendre conscience que ben, vous n'aimez pas les mêmes choses, qu'il n'y a pas forcément de projet, j'ai envie de vous poser la question, un peu brutale, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble? Mais parfois nous avons très peur, souvent, de cette fameuse solitude. Vous savez, on imagine, alors la dame dit à juste titre, mais on n'est pas forcément malheureux quand on est seul, et c'est ce que je suis en train de dire exactement là, vous voyez. Mais comment on s'imagine notre solitude, nous? Ah, mais c'est Victor Hugo, c'est Les Misérables. C'est voilà, c'est Cosette avec le bonnet de travers, il pleut, on est sous une carriole, l'orage gronde, et puis plus personne nous parle. On imagine, je caricature, que notre solitude doit être ça. Alors, sous couvert parfois de cet abandon permanent, c'est-à-dire je ne trouverai jamais ceci, je n'arriverai jamais à cela, ben parfois, oui, on va dire qu'il y a des rencontres, des relations qui peuvent durer, et puis quelque part, elles durent parce qu'on a peur de les arrêter, mais pas tellement parce qu'on va faire peur à l'autre, mais parce qu'on a peur aussi d'être seul. Mais c'est l'idée de correspondre à la norme. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi cette norme? Ah bah oui, cette norme, donc ça veut dire l'enfant, le couple, etc. On est en dehors de tout concept idéologique ou quoi que ce soit, on est juste en train de débattre sur ce que nous pensons la norme. Donc chacun peut avoir des idées extrêmement arrêtées et justifiées pour soi par rapport à ça. Le débat est tout autre là, hein, la conversation est tout autre. L'idée donc de cette norme, elle est juste à poser sur, en effet, mais qu'est-ce que je vais rechercher avec l'autre? De quoi j'ai peur si je m'en éloigne? De quoi je veux finalement me préserver si je reste avec l'autre? Jusqu'où je peux aller quelque part? Est-ce que je peux aller jusqu'à aller tous les dimanches sur le chemin de boue là, pour le 4x4, ou aller le voir jouer au rugby, ou etc. quand il fait -5? Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non, mais en même temps, il y a aussi cette liberté, c'est aussi de permettre à l'autre d'être ce qu'il est. Si j'ai envie de m'enfermer à un moment donné pour la musique, ben je m'enferme pour la musique, mais c'est pas contre toi que je vais le faire. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait autre chose autour. Ce fameux projet, quand on est avec l'autre, c'est donner l'espace au couple. C'est ça. Mais la plupart du temps, on ne lui donne pas d'espace. En fait, on a encore une fois l'impression qu'il faut réagir sur les points communs qu'on a ensemble. Quels sont les points communs? Tu as 2 enfants, j'ai 2 enfants, ils ont à peu près le même âge. Tu m'as dit que tu aimais les pâtes à carbonara, je dis n'importe quoi, c'est pour rire. Moi aussi, etc. C'est bien sûr que c'est caricatural tout ça. Mais quelque part, parfois, on tombe dans cette histoire-là. Le projet, la projection, l'idée de dire, mais en fait, pourquoi on est ensemble? Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire il faut acheter une maison, il faut construire, il faut faire ça à tout prix. Ça veut dire c'est quoi cette idée du bonheur qu'on veut trouver ensemble? Sur quoi il est bâti? Comment il est fait? À quoi il correspond? Qu'est-ce qu'il parle en nous? Qu'est-ce qu'il résonne? Qu'est-ce qu'il va guérir? Qu'est-ce qu'il va soigner? Je peux être seul et être pleinement heureux. Je peux rencontrer des amis et me sentir très bien, de ne pas avoir de relation amoureuse. La sensation, le sentiment inéluctable du deuil lorsqu'il arrive, et parfois un instant qui nous ramène à des systèmes comme cela, à des compréhensions même
de ce qu'est la forme de solitude, du manque, de la colère, de tout ce qui va s'en suivre dans les étapes connues après le deuil. Et puis elle va nous ramener aussi à une forme d'essentiel, à un moment donné. À une forme d'essentiel. Lorsqu'on va... Quelqu'un m'a dit un jour, je n'aime pas le mot refaire sa vie, je préfère le mot continuer. Et j'ai trouvé ça très beau. Ben oui, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas à refaire. On ne va pas dire mais tout était nul, l'autre était nul, on m'a forcé, ou je ne sais pas quoi. Oui, ça peut arriver, bien sûr, on trouvera toujours quelqu'un qui va dire oui, mais si, moi je sais que, oui, c'est vrai. Et globalement, on va la continuer cette vie. Puis on va la continuer comment? Avec de l'expérience, de l'agir en plus, avec une capacité à pouvoir aller autrement. C'est pas plus loin, plus haut, plus rapidement, c'est juste autrement. On n'est pas du tout le même dans nos considérations par rapport à ça, à 20, 25, 30, 40, 50. C'est pas du tout les mêmes histoires. Pas du tout les mêmes histoires. Alors cet autre-là dont on parlait, il ne faut pas que ça soit une dictature non plus. C'est dur à dire, mais parfois la volonté de liberté peut être une dictature ressentie par l'autre. Parce que la volonté de liberté, parfois, il ne faut pas la confondre non plus avec notre capacité ou notre réflexe égocentrique. Je fais ce que je veux, tu m'acceptes comme je suis, et puis basta. Bon, ben, le contrat, il est facile à modifier dans ces moments-là. Oui, ok. Je vais... Alors là, ben, des fois, on appuie sur des petits boutons chez nous qui sont durs. C'est... Je ne peux pas le changer, ou la changer. Je suis obligé de supporter tout ça. Et il y a un tout petit truc qui va se créer à l'intérieur, là, qui est encore une résonance d'un passé lointain. Il y a une dépendance affective qui va arriver à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on va commencer à penser « Ah, mais ça serait tellement bien si ça pouvait changer. » Ah ben oui, mais ça ne peut pas. En tout cas, pas en l'état. Ben on va quand même y aller. On va quand même demeurer, on va quand même continuer tout ça. Parce qu'en effet, il y a dans cette relation l'utopie absolue de ce que pourrait être la véritable relation, celle, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, mais on n'a pas dit que quelque part on est aussi, on arrive, on crée, on se dimensionne avec le fameux couple rêvé, l'utopie absolue. Et si vous en avez fait l'expérience, entre guillemets malheureuse, vous avez pu remarquer que notre système utopique, il va très souvent dans l'impossible. Alors évidemment, utopie, impossible, on pourra dire tout ça c'est normal. Peut-être pas forcément, peut-être pas forcément. Parfois, on va se trouver justement à générer une dépendance affective, à être totalement arraché parce que ce que nous voulons ne peut pas se faire. Et on va quand même s'obstiner à ce que nous voulons qui ne peut pas se faire puisse se faire. Et c'est une souffrance absolue. C'est simplement, encore une fois, le retour à cette histoire du passé qui nous dit « Non, tu ne peux pas être aimé, non, tu n'es pas aimable. » On va aller le chercher, ça. Quelqu'un a écrit que toute sa vie, on passait notre temps, du temps, à donner raison à nos parents. Toute notre vie. Ça ne veut pas dire que les parents sont là ce soir sur le banc de l'accusation. C'est juste comme ça. Nous sommes aussi parents quand on l'est, et puis on en a fait ce qu'on a pu aussi. Et comme disait un Autrichien célèbre du siècle dernier, vous ferez toujours comme vous pourrez, mais de toute façon, avec vos enfants, vous ferez mal. Voilà, c'est... Oui, on va faire ce qu'on peut. Voilà, on va faire ce qu'on nous a appris, ou ce qu'on va lire, ou ce qu'on va... etc. Donc, on va en tout cas aussi, visiblement, essayer de donner raison à l'histoire parentale. Et puis vous avez remarqué peut-être aussi que dans la relation à l'autre, parfois, quand on va dans la nature même de notre histoire parentale, on essaie d'y aller profondément parce que c'est une relation qui n'est pas évidente de revoir notre père et notre mère enfin, ensemble. Ben, parfois nous-mêmes, nous recréons ce couple originel. Et cette métaphore d'Adam et Ève, elle est très parlante, parce qu'elle nous ramène en effet sur le couple originel, nous recréons nous-mêmes le couple parental. Alors parfois, quand on est un homme, on devient la mère, ou quand on est la mère, on devient l'homme, peu importe, mais on a une tendance à recréer quelque part le fameux connu. Il y a une petite blague sur, par exemple, Adam et Ève. Il y a Adam qui dit à Ève « Tu m'aimes ?» Et Ève répond « Est-ce que j'ai le choix ?» Oui. Non. Et puis, dans la même petite histoire, quelqu'un dit « Mais imaginons par exemple que Adam et Ève soient des Asiatiques. » Eh bien, ils auraient mangé le serpent, tout simplement. Voilà. Il se serait passé tout un tas d'autres choses derrière.
pour rire. L'idée de ça, c'est qu'en effet, en recréant cette histoire de couple originel, on va oublier nous-mêmes que si eux, ça s'est pas bien passé, ben, nous aussi, ça va mal se passer. Donc si je recrée sans le faire exprès, puisque on nous dit aussi que la plupart du temps, nous passons notre vie à retrouver le familier. On dit que la première des choses qu'on essaie de faire, c'est de retrouver du familier dans quasiment tout ce que nous vivons. Quand on rentre quelque part, on veut qu'une salle de conférence ressemble à une salle de conférence. Si jamais c'est un peu autre chose, on va paniquer. On va dire, oh là, ça ne ressemble pas du tout à ce que j'ai imaginé, donc il y a un inconfort, il y a un danger. Donc dans notre relation avec l'autre, on va, la plupart du temps, en effet, essayer d'aller dans le même système. On va essayer de retrouver nos repères, même s'ils nous ont fait souffrir. Mais c'est un système. Alors, une petite question, si jamais l'idée même du couple qu'on a vu quand on était enfant n'a pas fonctionné, posons-nous la question de savoir comment nous on va faire si on recrée la même chose pour que ça marche. Ben, vous savez quoi? Ben, il faudrait qu'on fasse tout autrement. Mais la plupart du temps, ce n'est pas ce que nous faisons. Et célèbre phrase que je répète souvent, mais à force de faire toujours la même chose, ben, on a toujours le même résultat. Ou en d'autres termes, si vous pensez qu'en faisant toujours la même chose, vous aurez un jour un autre résultat, c'est que vous êtes fou. Et c'est Einstein qui le disait, et il savait de quoi il parlait, dans tous les sens. Et cette idée-là, eh bien, en effet, on va recréer la plupart du temps ce fameux couple originel, enfin souvent. Ça peut être désastreux, et nous allons nous y prendre exactement. Combien de fois avons-nous entendu cette phrase « Je ne voulais pas être comme ma mère, je ne voulais pas être comme mon père, et pourtant, je me surprends à lui ressembler de plus en plus ». Ce n'est pas une déclaration de désamour qu'on est en train de faire à nos parents, c'est juste que c'est à cet instant-là, ce que nous n'aimons pas chez l'autre, que nous mettons en avant. Pourquoi est-ce qu'on a si peur de l'inconnu? Et pourtant, on essaye de se projeter vers autre chose, et ça nous fait quand même mettre des barrières, quoi. Pourquoi l'imagination n'arrive pas des fois à être plus forte que toutes nos peurs, et parfois, pour l'avoir expérimenté, pourquoi l'imagination, quand on s'est senti si libre, à l'inverse, d'un seul coup, il faut qu'on retombe dans nos habitudes, et que ce qu'on a vécu, on ne peut pas dire oui, c'est possible, quoi. Merci. Alors, les réponses que je vais faire, en toute humilité, sont des réponses de Pascal Dion. Je ne suis ni l'homme qui a toutes les réponses à tout, mais comme ce soir on est là, je suis là, vous me posez une question, je vais répondre, d'accord? Donc je dirai à ma façon, avec ma petite expérience et peut-être un peu de créativité aussi. Moi j'ai le sentiment que l'être humain que nous sommes est un être humain qui est perclus de systèmes de conditionnement, du fameux inconscient collectif dont nous parle Jung. Je le crois. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne peux pas le mesurer, je le crois. Et si je crois cela, je me dis qu'il y a un énorme travail de déconditionnement à faire pour ne pas avoir peur justement de ce qu'on ne connaît pas. Parce que la plupart du temps, entre l'inconscient collectif qui est en nous, le fait que nous travaillons toujours avec notre système de mémoire, eh bien, nous avons énormément de mal à maintenir une créativité, le projet, on va l'appeler comme ça, et puis, nos anciennes habitudes reviennent à plein temps. La peur, par exemple. On va imaginer maintenant autre chose, un parallèle. Imaginez, vous me dites demain, tiens Pascal, j'ai décidé de faire du sport, mais j'ai décidé de courir. Ok, je pense que courir 2 heures par semaine, ça va être bien pour ce que je veux faire. Je veux dire, super, ok, comment vous allez vous organiser? Vous allez me dire, je vais faire un truc très simple. En fait, j'ai décidé de courir 8 heures le dimanche, une fois par mois. Et je vais courir 8 heures. Je vais vous dire, vous allez peut-être vous sentir bien au bout d'1 heure, 1 heure et demie, peut-être 2, peut-être 4 si vous êtes marathonienne, et puis les 4 heures qui vont rester, ça va être de la souffrance, ça va être quelque chose de particulier. Puis vous allez me dire, mais non, en fait, je vais m'entraîner, et puis, presque tous les jours, je vais penser à cette idée-là, du changement, du sport. Où je veux en venir, c'est que nous sommes extrêmement impatients dans le changement. Nous voudrions souvent que le changement soit une clé qu'on tourne dans une serrure, et puis nous allons passer énormément de temps à vouloir ouvrir la porte, mais nous n'allons pas regarder comment fonctionne la serrure. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut qu'on regarde comment fonctionne la serrure,
et que petit à petit, chaque jour, nous fassions un petit tour comme ça. Qu'est-ce que font par exemple les gens qui pratiquent la méditation? Ils créent au quotidien une habitude, un ancrage qui va leur permettre de concentrer. Je parlerai que de ça. Après, il y a des choses certainement bien plus grandes et bien plus complexes, mais je parlerai juste de ça. On va enfin ancrer soit quelque chose qui va pouvoir nous faire évoluer, mais on va le faire de système répétitif. Et on va le faire de la même manière, ritueliquement. D'accord? Ce qui fait qu'on va choisir, on va décider, et on va créer un système de modification. En fait, le changement, c'est quelque chose qu'il va falloir faire quasiment au quotidien. Et nous avons souvent l'impression que, parce qu'on va voir quelqu'un, ou parce que parfois on va prendre un produit, ou on va regarder un livre, etc., on a une forme de compréhension systématique. Ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il nous manque quelque chose qui s'appelle l'agir, mais j'irai même plus loin, l'agir au quotidien. C'est-à-dire notre capacité à mettre en place tout cela. Je crois beaucoup en cela, c'est une conviction personnelle, ce n'est pas une loi universelle, d'accord? C'est juste cela. En fait, on est conditionné, je pense, depuis très très longtemps, et nous avons énormément de mal, finalement, à accepter que, eh bien oui, il faut un tout petit peu. Vous imaginez, par exemple, que si toutefois vous aviez une problématique, elle puisse modifier le cours de votre vie, malheureusement, tous les jours. Et si je vous disais, par exemple, eh bien, essayez chaque jour, pendant 10 minutes, de penser à la chose la plus importante qui soit vous. Imaginez 10 minutes par jour. Et vous me direz peut-être, j'ai pas le temps. Vous ne me le direz pas. Mais vous me diriez peut-être, j'ai pas le temps. Alors que tout dépend de cela. Juste, simplement, 10 minutes. Il n'y a jamais le moment important. C'est 10 minutes. Et je crois qu'il faut aller vers ça. C'est cette idée-là de la répétition, de la modification comportementale, de ce que nous voulons. Souvent, les gens disent, mais comment faire? Ben ça, on va commencer comme ça. On va commencer à agir à partir du moment où on a compris. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce lien entre les deux. Bien sûr que c'est jamais facile. Il est hors de question de dire qu'une modification de comportement, un changement de quoi que ce soit, c'est quelque chose de simple, de facile, qu'on va claquer dans les doigts et que tout va changer du jour au lendemain. Non. Chaque naissance est un cri. Chaque naissance est une souffrance. Les femmes qui sont là et qui ont eu l'occasion d'accoucher peuvent le dire. C'est une souffrance, c'est un cri. Et ça, c'est une renaissance. C'est 2 fois plus de mal. Il faut savoir abandonner tout ce qu'on croit savoir. Apprendre, c'est aussi se permettre d'oublier qu'on sait. Donc ça, c'est terrible. Parce que nous sommes de tout ça. Et en permanence, nous sommes dans cela. On se bloque à travers ça. Mais pour pouvoir l'avoir peut-être vécu, si vous l'avez déjà ressenti, quand vous atteignez juste ce petit moment-là de créativité, je crois que vous nous l'avez un petit peu dit, eh bien, il y a quelque chose où vous vous dites, mais finalement, c'est là que je veux aller. Le territoire, il est là. Ça, c'est ma vraie histoire. Ça, c'est mon vrai moi. Parfois, quand on parle comme ça, et puis quelqu'un me dit, je ne sais pas pourquoi je suis fait dans le travail, professionnellement, par exemple. C'est des questions qui peuvent revenir. Je dis en boutade, mais essayez plutôt de savoir pourquoi vous êtes, pas pourquoi vous faites. Ce que je veux dire par là, c'est pas non plus un jeu de ping-pong avec des beaux mots. C'est juste dire, mais qu'est-ce qui se passe dans le job? Dans le job, il va se passer qu'on va rencontrer des gens qui vont être parfois lâches, qui vont nous tromper, qui vont nous critiquer, qui vont nous trahir, etc., etc., etc. Et à cet instant-là, on va se dire, ah ben non, c'est pas bien, moi j'aime pas ça, ça c'est pas normal. Mais si, c'est normal. Pourquoi les gens dans un cadre du travail seraient-ils idylliquement parfaits alors que dans la vie de tous les jours, nous ne le sommes pas? Qu'est-ce qui fait que dans cet instant-là, il faudrait que tout soit parfait? Parce que c'est dans le cadre du travail. Ah bon? Mais quel est donc le vêtement que nous mettons lorsque nous travaillons qui fait que nous avons une transformation extraordinaire qui serait donc des gens parfaits? C'est l'idée qu'il y a derrière ça, c'est l'idée de se dire finalement, ce n'est pas là qu'il faut chercher l'histoire. Notre propre histoire de changement, elle est vraiment dans notre intériorité. Ranger tout ce qu'il y a à l'extérieur, ok, très bien, ça va nous donner l'impression en effet que tout est rangé. Mais c'est quoi le désordre intérieur? Dans tout désordre, il y a une sorte de code, entre guillemets, mystérieux, qui nous amène à un cosmos personnel, à quelque chose qui est de l'intérieur, une sorte de décodage. Mais il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur.
Et pour aller dans cet intérieur, je crois qu'il faut essayer de dire chaque jour un petit peu, 10 minutes, de méditation, de pensée, de lecture, je ne sais pas, de sortir, de faire quelque chose. Si vous voulez quelque chose que vous n'avez jamais eu, faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Vous voyez? Allons au-delà de justement cette idée de la mémoire en permanence qui nous dit mais non, allez, tu vas essayer de faire ce qui ne marche pas, d'accord? Puisque tu le sais, c'est en mémoire. Oui, c'est sûr, le résultat, il sera encore là. Il sera encore là quelque part. Ça faisait un petit bout, quelques minutes, qu'il me semblait que vous vous recentriez sur l'individu lui-même. Et j'ai envie de dire, si ce travail de création, d'imagination et de mutation presque est à faire, il va être très difficile de s'encombrer de quelqu'un d'autre dans un couple. Ou tout au moins, l'autre ne peut que perturber. Moi, j'en étais arrivé personnellement, je crois, à penser que l'amour, avec les violons, le sentiment, tout ça, le romantisme, tout ça, et puis le couple, était une invention, enfin, tout au moins une distraction que l'homme se met, l'homme avec un machin, que l'homme s'est donné pour qu'il y ait soit de se construire, soit qu'il est mortel. Voilà, pour se distraire. J'ai appelé ça, le couple, c'est trompe-l'amour. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est-à-dire que le boulot à faire tout seul, comme de vous le décrire, est tellement important que l'autre peut-il être une aide? Je ne pense pas, apparemment vous non plus. Et puis, voilà, est-ce que ça ne distrait pas de la peur, de la solitude, la peur de la mort, qui est intrinsèque à tout le monde? Voilà. C'est mon interrogation. Non, mais merci, il y a plusieurs questions. Alors, j'espère que ce n'est pas un trompe-l'amour. Déjà, j'ai le sentiment que le rapport, pour que le rapport dans le couple fonctionne correctement, je crois qu'en effet le travail sur soi me semble indéniable. C'est-à-dire je ne vois pas comment on peut imaginer un rapport équitable, équilibré, le mot est à choisir, s'il n'y a pas un travail sur soi. C'est-à-dire en fait, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, si je n'essaie pas de guérir la blessure du départ, je ne sais pas comment je peux avoir ce rapport avec l'autre en harmonie, quelque part. Donc, il n'y a pas moi je n'y vois pas en tout cas d'antinomie dans le fait de faire cette méditation, on va le dire simplement comme ça, chaque jour, ou ce travail personnel, parce qu'à mon avis, il permet de mieux comprendre l'autre. Je pense que le chemin à travers l'autre, c'est la compréhension de soi. Parce que finalement, vous savez, imaginons, en tout cas c'est ma vision des choses. Moi, souvent, quand je pense être humain, d'abord j'entends être, le verbe être humain. Et puis j'imagine un être humain, mais gigantesque. 7 milliards et demi de composants, ou 6 milliards et demi de composants aujourd'hui. Et quand je le vois, il a une forme donc humaine, extraordinaire, et puis quand je m'approche, il est composé de ces 6 milliards et demi. Et j'ai l'impression que tout ça s'est relié avec le même système, vous voyez, la même volonté. Mais qu'en fait, c'est à la fois une seule personne, donc l'autre, et à la fois multiple. Mais c'est d'abord un. Je pense que c'est une unité. Et je crois que le chemin, quelque part, que nous parcourons à travers l'autre, c'est la volonté de réunir tous ces antagonismes. En fait, je pense que nous passons toute notre vie à dualiser les choses. Toi, moi, bien, pas bien, gris, blanc, etc. etc. La dualiser, c'est nommer, en effet. Et quand on nomme, on ne donne pas uniquement la vie à quelque chose, même s'il y a un beau livre qui dit au début était le verbe, mais ça donne autre chose. Ça dit, si je dualise, on ne peut plus travailler ensemble, on ne peut plus être ensemble. Donc en fait, plus je vais être en paix avec moi, plus je crois qu'il y a des chances que je puisse générer de l'harmonie avec toi. Et je pense que c'est ce travail-là. Alors, est-ce que l'autre nous dérange? C'est la deuxième question sur le chemin. Ben oui, il ne faut pas avoir peur de le dire, bien sûr, sinon on s'entendrait avec tout le monde, et finalement, le rapport avec l'autre serait merveilleux, parce que bien sûr qu'il nous dérange. Bien sûr, parce que dans notre idée de cheminement, il y a, vous savez, le fameux Lego, hein, le Lego. L'ego à l'intérieur, il est là, et puis il est bouillonnant. Si tu me déranges pendant que j'ai fait ma méditation,
tu me casses peut-être mon rapport avec Bouddha, alors que j'étais justement en train de lui serrer la main et on était en train de converser tous les deux. Donc tu viens de briser quelque chose de profond. Ben non, non en fait. Même dans le bouddhisme, je crois, on nous dit d'accepter et d'accueillir certaines choses sans pour ça les rejeter. L'autre, en fait, il nous permet d'aller vers cette acceptation, c'est-à-dire la capacité de pouvoir non pas le voir comme autre, mais comme partie de soi. C'est encore pas une fois ramener tout à soi, parce que je pense sincèrement que soi est un autre, comme disait quelqu'un. Et l'autre, c'est soi. Et en fait, je dirais parfois brutalement que c'est la même chose, que c'est la même histoire. Et que l'idée, c'est de pouvoir relier les deux. Alors l'autre va nous déranger, jusqu'au jour où nous allons l'accepter. Et magiquement, dans l'acceptation de l'autre, il y a une acceptation de soi. Alors c'est encore une fois, c'est pas de la linguistique ou un style de mots, etc. Je pense sincèrement ce que je suis en train de dire. Je n'y arrive pas non plus, je vous rassure, j'y travaille, mais en tout cas, c'est ce que j'essaie de transmettre dans l'idée même que je crois être fondamentale. Donc pour un petit peu être plus clair par rapport à votre pensée qu'il l'était, je crois que le travail sur soi permet de mieux se comprendre soi, et si on se comprend mieux soi, je pense qu'on peut mieux accepter l'autre. Voilà. Et oui, l'autre peut nous déranger, jusqu'à ce qu'il ne nous dérange plus, c'est-à-dire l'accueil, et c'est aussi la libération de soi à ce moment-là. J'espère avoir un petit peu répondu. Bonsoir. J'avais à la fois un constat et une question. C'est en rapport avec ce que disait la dame par rapport à cette inquiétude. Est-ce que dans un couple, enfin je le vois, je suis à ma troisième expérience conjugale de longue durée, j'espère que ce sera la dernière et je suis assez complet pour cette heure, c'est pour l'information. Mais est-ce que justement dans une relation de couple, est-ce que justement, ça rejoint toute la discussion qu'on a eue depuis le début pour l'équilibre du couple, est-ce que ce ne sont pas deux entités qui ont des passions, des envies, des goûts individuels, que ce soit tout ce que je peux compter de culture, de conférences, de loisirs, enfin bref, et chacun a son identité, chacun a son univers, et comme la théorie des ensembles, il y a des points communs qui nous réunissent, certes, mais c'est pas fondamentalement aussi ce qui nous lie. Ce qui nous lie, c'est aussi la découverte de l'autre, et ça rejoint ce que vous disiez au début tout à l'heure. Est-ce que le fait d'être un extraterrestre, c'est quand même pas aussi une bonne chose? C'est-à-dire que tant qu'on découvre l'autre sur la durée, même si c'est que par petits bouts, hein, ça peut être un film, ça peut être sur une phrase, ça peut être sur un texte, ça peut être sur n'importe quoi. Est-ce que ce côté extraterrestre, il n'est pas quelque part intéressant au final? Et la peur, comme le disait tout à l'heure madame, c'est que moi j'avoue que quelque part, c'est pas une peur dire maladive, c'est une peur constructive. C'est-à-dire que ça m'intéresse de savoir jusqu'où notre relation va nous mener, et j'espère qu'elle nous donnera le plus long possible, mais qu'elle ne me mange pas, et que l'on puisse construire des choses avec nos enfants, si on en a deux. On aurait pu ne pas en avoir au début comme c'était le cas, mais on est sur des projets lointains, que ce soit des voyages ou autres. Voilà. Il y avait juste, et ça c'est une question, et j'avais une petite anecdote que me disait ma mère qui ne parle pas forcément bien français, mais qui a surtout l'idée d'imager les choses de la vie. Elle me dit, tu sais mon fils, en France ils croient que les hommes et les femmes sont égaux. Alors je savais qu'au départ, je n'ai pas compris ce sens, je me disais elle est algérienne, donc du coup, on me dire que le mec est plus fort que la femme. En fait, ce propos, c'était pas ça. Ce propos, c'était de me dire, mon fils, ce que tu dois comprendre, c'est que la personne avec qui tu vas vivre, eh bien, un jour, elle va avoir raison, et un jour, ça va être toi. Et elle me dit, imagine-toi que tu marches sur un chemin, où le chemin, il n'y a qu'une personne qui peut marcher. Donc, tu dois marcher, toi, un jour devant, ta femme est derrière, comme chez les Arabes, peut-être. Mais ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est de la laisser te dépasser, comme elle te laissera te dépasser, parce que c'est à ce moment-là que tu verras son visage, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir discuter avec elle. Elle va être devant toi, parce que c'est elle qui va mener la barque. Toi, tu ne faudras pas que tu restes trop de distance avec elle, parce que sinon, ça va s'écarter. Et ainsi de suite. On est sur un chemin de la vie. Donc voilà, c'était un peu pour regrouper un peu toutes ces idées, où est-ce que moi, personnellement, je me dis que c'est jamais acquis. Donc c'est un combat de tous les jours, de tous les instants. Et je sais que si je considérais la chose comme acquise, je pense que je serais foutu. Merci, hein. C'est super ce que vous venez de dire. Belle intervention. Ouais, magnifique, oui, c'est vrai.
la capacité de laisser l'autre passer devant, faut mettre le clignotant, hein, c'est super compliqué. Hein. Et puis il y a même des lignes blanches, etc. Enfin, il ne faut pas... Sur votre question de la différence, alors c'est vrai qu'on a toujours envie de dire que hein, la différence, loin de me faire peur, m'enrichit, etc., comme l'a dit quelqu'un de célèbre. Intellectuellement, bien sûr qu'on est tous d'accord sur le principe. Il y a encore, c'est toujours cette idée de dire, bon, intellectuellement j'ai compris le concept, je suis d'accord, maintenant comment je vais faire pour que ça soit vraiment comme ça dans ma vie? Et la visualisation du chemin dont vous venez de parler, moi je la trouve assez intéressante. Cette idée de la balance, un jour c'est toi qui as raison, le lendemain c'est moi, c'est vraiment un équilibrage qui est difficile à mettre en place et qui pourtant est salutaire. Donc oui, l'autre, pour revenir sur ce que disait monsieur tout à l'heure, l'autre il va nous déranger, parce qu'en fait il va être autre, bon en même temps il est semblable, et il semblerait quelque part que ce qui nous gêne chez l'autre, c'est un petit peu ce qu'on veut planquer sous notre tapis. Hein. Quand on n'aime pas quelque chose, c'est quelqu'un, visiblement c'est quelque chose que nous, on essaie de poser en général. Quand on n'aime pas les gens qui s'énervent, on peut remarquer souvent que nous-mêmes, nous avons une capacité à essayer de nous maîtriser en permanence, parce que ce que nous n'aimons pas, c'est ça. Alors, quand l'autre va nous déranger avec sa différence, des fois, c'est peut-être pas vraiment une différence. Est-ce que c'est finalement pas une forme d'éclairage nouveau sur une partie de nous? Si on part du principe que quelque part, l'autre est un peu ce reflet, est-ce que c'est pas un éclairage différent? Vous savez, parfois on dit que si on place bien la lumière, bien visiblement, ce qu'il y a à l'intérieur devient bien plus important que ce qu'on pense. Et puis on dit aussi que ce qui serait intéressant dans la vie, c'est de comprendre que pour que notre lumière demeure, on n'est pas obligé d'éteindre celle des autres. Un petit peu ce que vous venez de dire, de façon imagée aussi. L'autre, il va nous apprendre une partie de nous-mêmes. Alors intellectuellement, c'est très beau, c'est très important, c'est très bien. Après, c'est ce fameux combat du quotidien. C'est-à-dire, c'est comment je vais faire chaque jour pour que ce soit réel. Alors, d'abord, je crois qu'il ne faut pas chercher la perfection dans le rapport avec l'autre. Parce qu'on va être clair, hein, déjà que c'est difficile, si en plus on veut être parfait. Non, on va accepter aussi le dérapage. Parce que le dérapage, parfois, il peut être un petit peu contrôlé. Voilà. Il faut l'accepter. Il faut qu'on se mette ensemble des codes. Attention, si tu commences à déraper dans ta problématique de la colère, moi je vais te faire un signe, je vais prendre l'écharpe, puis je vais dire attention là, tu es en train de prendre toute l'écharpe, j'ai plus ma place. Ah ok, d'accord. Il faut être fort pour faire ça. C'est pour ça que une relation avec l'autre, c'est un vrai tour de force aussi. Parce qu'il faut le faire sortir du problème parfois. Soi-même aussi, on n'a pas la capacité. Hein. On a besoin que l'autre vienne nous chercher, nous fasse sortir de nos tourments, de notre emprisonnement, de notre colère, de notre prison. Et ça, c'est un travail merveilleux que l'autre nous amène à faire. Donc, je ne crois pas en effet que l'autre nous dérange. Je pense qu'il nous donne un autre éclairage sur une vision de nous que nous n'avions absolument pas calculée comme ça, en tout cas. Je crois. Il y a une autre question. L'autre, il nous donne aussi beaucoup d'énergie, je pense, hein, parfois. Oui, vous avez dit que la verbalisation, aussi aboutie soit-elle, doit déboucher sur l'agir. J'aime beaucoup aussi la métaphore de l'écharpe de Salomé. Mais si je ne suis responsable, et je ne suis responsable que de mon bout d'écharpe, si je décide de changer, comment est-ce que je peux attendre que l'autre change? Alors, avec l'idée de ce que représente l'écharpe. C'est-à-dire l'écharpe, c'est pas un bout. C'est un peu comme, vous vous rappelez de Raymond Devos avec les deux bouts d'un bout. L'écharpe, c'est pas un bout, c'est une relation. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée du changement, c'est la construction de ça. C'est, en fin de compte, on va tisser l'écharpe avec l'idée de changer. En effet, vous avez raison, si on ne prend qu'un seul bout, et on se dit, tu vois, moi je le tiens bien, mon morceau là, moi je suis bien, je fais bien le job, toi par contre, ça va pas, on oublie qu'il y a une relation. On est dans moi bien, toi pas bien, ou l'inverse. Moi je n'y arrive pas, toi tu y arrives. En fait, on oublie que la relation,
c'est ce qui fait qu'au départ, on tient un morceau. Vous voyez, c'est un petit peu comme tout à l'heure, voilà, avec l'histoire du terrain plein de boue. Posons-nous la question à l'instant si finalement, on n'a pas décidé, parce qu'on tenait 2 morceaux comme ça, que ça allait être une écharpe. En fait, je crois que c'est l'inverse. C'est parce qu'il y a une relation qui est en train de se construire qu'on va tenir chacun le bout de quelque chose qu'on a découvert. Mais on va essayer de ne pas forcer ça. Parce que si c'est pas une écharpe, ça veut dire que c'est tout autre chose. Et si c'est tout autre chose, ça ne peut pas être ce qu'on doit faire. Si une rose décide d'être autre chose qu'une rose, elle n'est plus une rose. Et bizarrement, la rose ne fait qu'une seule chose, c'est être ça. Et c'est pour ça que c'est une rose. Et la relation, c'est un petit peu la même chose. Si ça devient autre chose, ce n'est plus une relation, ce n'est plus l'écharpe. C'est autre chose. C'est un petit peu, parfois, aussi un combat. L'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai raison, etc. Alors, la verbalisation, c'est pas uniquement une capacité de pouvoir agir, en effet. Peut-être qu'il faut l'agir en même temps. Si on met la relation comme une étoile polaire, là-haut, celle qui nous guide dans la nuit, bien en effet, grâce à elle, on va tenir le coup. On va supporter parfois que nous ne soyons que ce que nous sommes, que l'autre parfois est un petit peu en dessous de ce qu'on attend de lui, et parce qu'il y a cette polarité, là, cette étoile qui va briller dans la nuit, et cette idée de cette étoile qui brille dans la nuit, c'est cette écharpe qui va demeurer. Alors moi j'ai une question, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans le comportement de la jalousie? Oui, voilà, je l'ai dit. Vous êtes sûr qu'on ferme maintenant ou qu'est-ce qu'on fait? Il y a un bar, il y a quelque chose? Non. Alors encore une fois, hein, quand je réponds ça, c'est moi qui réponds avec ma petite histoire personnelle, c'est pas la loi universelle. Il y a tellement de choses à travers la notion de la jalousie. Moi je veux dire par rapport à ma petite expérience quelque part de travail, et puis pourquoi pas personnelle aussi. J'ai le sentiment que cette histoire de jalousie, c'est d'abord, je vais dire quelque chose de simple, et je crois vraiment à cette chose simple. Je pense qu'on arrive à se défaire de la jalousie à partir du moment où la notion d'estime de soi devient plus importante. Je crois. Hein. Alors on peut dire plein de choses derrière, on peut ne pas être d'accord, tout est autorisé, tout est permis, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'intime conviction que si nous arrivons à dépasser la problématique de l'estime de soi, l'idée même de la jalousie, on va dire, devient moins importante. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on va se donner. Vous entendez, on parle monétairement, là, c'est bizarre, hein? Estime, valeur, il y a des choses comme ça. La valeur qu'on va se donner, par exemple, imaginons que moi, ma valeur absolue, ma première valeur, ça soit la liberté. Que plus que tout au monde, j'aime être libre. Et puis pourtant, je ne me sens pas bien dans ma peau. Mais j'ai l'impression qu'avec tout le monde, je respecte la liberté. C'est-à-dire que je respecte votre liberté, la vôtre, et pourtant je suis encore mal dans ma peau. Je manque d'estime de moi. Je crois que voilà, je suis encore un petit peu jaloux, etc. Il y a quelque chose qui va pas. J'ai oublié un revers de ma valeur. Peut-être le plus important. Mais je fais quoi pour moi de ma valeur? D'accord? Est-ce que moi je suis libre? Si ma valeur absolue c'est la liberté, qu'est-ce que je fais de ça? Comment je la gère pour moi, ma liberté? Mais en fait, je m'aperçois en creusant un petit peu que pour moi, c'est pas grave. Hein? Moi, c'est pas grave. Moi, je peux finalement être prisonnier des gens, c'est-à-dire toujours leur dire oui, oui, c'est pas grave, oui, bien sûr, pour que eux demeurent. Et comment je peux avoir une estime de moi? C'est pas l'estime des autres, on parle d'estime de soi. Comment je peux avoir une estime de moi si ma valeur absolue, je n'y accorde aucun principe? Donc, je vais avoir une estime de moi piètre. Donc, je vais estimer que je peux être tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas me faire confiance, que je peux être trahi, que je peux être trompé, parce que je n'ai pas de valeur. Je n'ai pas de valeur. Et donc, si je peux estimer tout ça, je vais aussi souvent transférer chez l'autre cette capacité-là. Parce que n'oublions pas, l'autre est un extraterrestre, mais la plupart du temps, on va lui poser, on va lui donner nos propres systèmes. Et on va penser forcément qu'il va penser comme nous. Donc, pour moi, aider quelqu'un à être moins jaloux, c'est travailler énormément sur l'estime de cette personne, pour que cette personne comprenne qu'elle puisse être aimable, aimée,
Et que tout ça, finalement, c'est un travail qui n'est pas forcément qu'un rapport avec l'autre, mais d'abord un rapport avec soi. Alors, évidemment que dans la jalousie, il y a aussi d'autres choses. Cette fameuse capacité du transfert, hein, c'est-à-dire que on ne peut pas aller à l'intérieur de soi avec la petite caméra là, et puis dire tout ce qui se passe dans notre tête. Hein. Des milliards de pensées par minute, c'est impossible. Dans ces milliards de pensées, si on les passe au crible, c'est pas très beau des fois ce qu'on pense. Alors, de là à penser que l'autre peut penser la même chose, mais plus souvent, il n'y a qu'un pas. Alors du coup, on va le penser ça. On va se dire, oui, mais moi, oui, mais ça c'est moi. Moi, je le ferai jamais. Mais lui ou elle, ben, elle pourrait le faire, parce que je la connais pas en fait. Moi, je sais que non. Mais elle, oui, elle va pouvoir le faire. Vous voyez? Alors, avoir l'estime de soi, c'est avoir confiance. C'est quoi la confiance? Ben, c'est dire finalement, ben, mais qu'est-ce qui peut donc m'arriver? Allez, qu'est-ce qui va donc m'arriver? Ok? Merci Pascal. Oui, merci beaucoup.